Le jour où ma fille a publié un hommage de fête des pères à un autre homme, je n'ai pas projeté ma tasse à travers la pièce. Je n'ai pas juré. Je n'ai même pas scié. Je suis simplement resté à fixer l'écran. Il était 6h43 du matin et j'étais dans le bureau, celui-là même que j'avais construit de mes propres mains après que Carole et moi nous soyons mariés. Le mur sentait encore le cèdre et la mousse isolante. Ma routine était la même depuis 20 ans. Café, les nouvelles, un coup d'œil à mes emails et un bref espoir de recevoir un SMS de Lily. Même un simple emoji aurait suffi. Mais rien, jusqu'à ce que je commette l'erreur stupide d'ouvrir Facebook. Elle était là, Lily, souriant comme si elle venait de gagner une foutue bourse, la joue pressée contre un homme en polo bleu marine avec une casquette Titleist à l'envers, comme s'il avait encore 25 ans. J'ai zoomé. L'arrière-plan était sans équivoque celui du club de golf où Carole prétendait toujours aller pour des soins spa. Légende, pour celui qui a toujours été là pour moi. Bonne fête des pères, Greg. Je t'aime. Greg. Son maudit oncle Greg. Le même type qui avait juste besoin d'un endroit où rester ce Noël-là, quand sa femme l'avait mis dehors, sans raison. Le même type dont Carole avait un jour insisté pour enregistrer le numéro dans son téléphone sous le nom de Gretchen, parce que, tu es toujours si méfiant, Richard. Mon pouce a plané au-dessus de l'écran, et j'ai cliqué sur « J'aime ». Puis j'ai tapé un seul mot. Félicitations. Et avant de continuer, laissez-moi dire ceci. Si vous lisez ceci et que vous faites partie des 98% qui regardent mais ne s'abonnent pas, c'est le moment de changer ça. Cette histoire, la vérité brute, laide et magnifiquement froide, mérite d'être entendue. Et croyez-moi, ça ne fait que s'améliorer à partir d'ici. Chaque clic nous motive à continuer de creuser plus profondément. Maintenant, revenons à Greg. Carole est entrée dans le bureau juste au moment où j'appuyais sur « Publier ». Elle tenait son tapis de yoga, les cheveux encore humides, tout sourire. Ça, c'était jusqu'à ce qu'elle voie mon visage. « Quoi ?» demanda-t-elle. « Trop désinvolte. On dirait que tu as avalé un citron. » Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Et pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je n'ai pas vu ma femme. J'ai vu une menteuse qui était devenue paresseuse. Une femme si sûre de la profondeur de ma loyauté qu'elle avait cessé de cacher la profondeur de sa trahison. J'ai tourné la tablette vers elle. Je n'ai pas dit un mot. Ses yeux se sont posés sur l'écran. Elle a scié. C'est tout. Juste un clignement de trop. Puis l'étincelle de la défensive s'est allumée. Tu sais, Lily est juste en train de faire son drame. Greg a été un roc pour elle ces derniers mois, pendant que tu étais si distrait. Distrait? Le travail, tes projets, le garage, tout ça. Peut-être que si tu étais plus présent. J'ai levé un doigt, non pas pour la faire taire, juste pour marquer le début de son insignifiance. C'est alors que je me suis levé, que je suis allé dans le garage et que j'ai ouvert le coffre-fort que je n'avais pas touché depuis que Lily avait 16 ans. À l'intérieur se trouvait un dossier étiqueté « L'avenir de Lily ». Et ça, comme on dit, c'était le début de son passé. Le dossier n'avait pas bougé depuis plus d'une décennie. Manille épais, légèrement gondolé par l'humidité, avec « L'avenir des Lily » écrit en majuscule noire au marqueur. Je me souviens de la nuit où je l'ai étiqueté, après son premier récital de ballet. Elle portait des ailes à paillettes et m'avait appelé son héros avant de s'endormir sur ma poitrine. C'est curieux comme ces mots résonnent encore des années plus tard, juste au moment où je suis en train de tout reprendre. J'ai posé le dossier sur mon établi, j'ai dégagé un espace à côté de la perceuse à colonnes et j'ai sorti le contenu, un par un. Document du plan d'épargne études 529, bon du trésor que j'avais acheté quand elle avait 9 ans, quelques relevés bancaires imprimés d'un compte en dépôt que j'avais gardé séparé à mon nom, et 2 certificats de dépôt qui arrivaient à échéance dans 3 mois. L'avenir tout entier disposé en colonnes bien ordonnées d'intérêts composés. Je n'ai pas bronché. Pas même quand j'ai vu la note que Lily avait écrite à 13 ans. Merci de croire en moi, papa. Je te rendrai fier. Belle écriture, encre bleue, soigneusement pliée à l'intérieur du dossier comme une récompense sentimentale. Je l'ai passé dans la déchiqueteuse. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. La plupart des hommes hésitent. Ils boudent. Ils écrivent dans un journal. Ils pleurent sur un bourbon et racontent à leurs amis sur le terrain de golf à quel point leurs fichues femmes sont folles. Je ne suis pas comme la plupart des hommes. Je suis ingénieur.
nous réparons la structure quand elle défaille. En silence, de façon permanente. D'abord, je me suis connecté au portail du plan 529. Quelques clics, un nouveau jeton de connexion, et le compte a été délié de son nom. Puis vint la fiducie, celle que j'avais construite des années auparavant comme un « au cas où ». Quand les mensonges de Carole étaient encore assez intelligents pour semer le doute. Je me souviens que l'avocat m'avait demandé pourquoi ce secret, et je lui avais répondu, parfois, la meilleure défense, c'est d'avoir une longueur d'avance. Je n'ai jamais pensé que je l'utiliserais, mais, oh, comme j'étais heureux d'avoir payé ces honoraires juridiques supplémentaires maintenant. Devant Monsieur Bellet, c'est le nom que j'ai attaché à la fiducie. Je ne l'avais pas vu depuis des années, mais j'avais suivi assez de miettes de pain, une nécrologie par-ci, un album photo public par-là, pour maintenir les détails à jour. Le petit accident de Greg, sa liaison avec une autre femme quand Carole et moi sortions ensemble. Il ne l'a jamais admis, bien sûr, mais j'avais gardé les reçus. Littéralement. L'ironie était parfaite. L'homme que ma fille louait comme, celui qui a toujours été là, avait abandonné son propre fils des décennies plus tôt. Et maintenant, ce fils oublié recevrait tout ce que j'avais construit. À la tombée de la nuit, c'était fait. Pas de confrontation, pas de porte claquée ni de cris, juste un silence juridique et chirurgical. Carole a préparé le dîner, une monstruosité de quinoa et de courgettes grillées, et a demandé si je voulais me joindre à elle. Je lui ai dit que j'avais des emails à terminer. Elle m'a lancé ce regard, tu es de mauvaise humeur toute la semaine, mais n'a pas insisté. Pourquoi l'aurait-elle fait? Elle pensait encore qu'elle menait la danse. Je me suis assis dans le garage une heure après qu'elle se soit couchée, observant simplement la porte du coffre-fort entr'ouverte, avec ce dossier vide à l'intérieur. On aurait dit un cercueil. Approprié, vu ce que je venais d'enterrer. Pas Lily, pas son avenir, juste l'illusion que tout cela était mérité. Le brunch du dimanche chez sa sœur Marlène était un rituel hebdomadaire, soleil, mimosa et crêpes passive-agressive. Carole était au sommet de sa forme ce matin-là. Chemisier blanc, rouge à lèvres corail, ce même rire agaçant qu'elle réserve pour quand elle essaie de paraître naturelle et gagnante. Elle jouait les hôtesses même quand ce n'était pas sa maison. Faisant passer les plats, versant du jus comme si c'était une conférence de presse. Greg a toujours eu un lien spécial avec Lily, dit-elle en coupant une frittata. Il la comprend, tout simplement, tu vois. Marlène ne répondit pas immédiatement. Elle mâcha lentement, puis pencha la tête comme un labrador essayant de comprendre le sarcasme. Richard savait que tu continuais à le voir, demanda-t-elle, la question acérée, mais livrée avec un sourire. Marlène a toujours eu cette façon de lancer des grenades avec des gants de satin. La fourchette de Carole s'arrêta en l'air. Juste un clignement, une contraction. Puis vint le geste dédaigneux du poignet. Oh, s'il te plaît. C'est inoffensif. Greg est comme de la famille. Richard a toujours été sérieux. Greg rend les choses plus légères. Elle omit la partie où Greg l'avait aussi rendue plus légère. Chambre d'hôtel, week-end au spa, détour rapide dans la région viticole sous le prétexte de « prendre soin de soi ». Carole s'était convaincue que tout était une question de légèreté. Greg lui donnait le sentiment d'être vu. Richard lui donnait le sentiment d'être en sécurité. Et, apparemment, on n'a besoin que d'un des deux quand un fonds universitaire ancre votre vie. Mais de retour à la maison, quelque chose était différent. Richard n'a pas posé de questions sur le brunch. Il ne posait plus de questions du tout. Il était silencieux. Pas du genre passif. Pas boudeur ni maussade, mais du genre étrangement concentré. La façon dont il devient avant de démonter une vieille horloge de grand-père ou de recabler la boîte à fusibles de la maison pour le plaisir. Carole l'a remarqué. Elle a essayé ses tactiques habituelles. Tu veux sortir ce week-end, on devrait regarder des destinations de vacances, tu as été distant ces derniers temps. Tout va bien? Tout ce qu'elle obtint en retour furent des hochements de tête polis et ce même calme exaspérant et indéchiffrable, alors elle combla le vide elle-même. Richard, tu sais que les candidatures de Lily pour l'université sont dues le mois prochain. Je pense qu'elle penche finalement pour l'UVA. Il leva les yeux de sa tablette. Ah, dit-il, d'un ton calme, mesuré et plat. Elle est très excitée. Elle a dit que Greg lui avait dit qu'elle s'y intégrerait parfaitement. Il a dit que c'est là qu'il serait allé si. Richard ne s'y a pas, il semble avoir beaucoup d'opinions sur son avenir. Carole rit. Eh bien,
tu sais à quel point ils sont proches. Parfois, je pense qu'elle prend ses conseils plus au sérieux que les miens. Cette fois, Richard sia, juste une fois. J'en suis sûr. Carole n'a pas saisi le ton. Elle ne le faisait jamais. Elle pensait qu'elle était en train de gagner. Qu'elle avait conçu l'arrangement parfait. Mari pour la stabilité, amant pour l'éclat, fille comme preuve qu'elle avait tout. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que les lattes du plancher sous sa vie soigneusement organisée avaient déjà commencé à pourrir silencieusement par en dessous. Et Richard, il ne boudait pas. Il observait, mesurait, planifiait, tout comme il le faisait avant chaque projet de démolition. L'email est arrivé dans la boîte de réception de Lily à 10h12 un mardi matin. Elle écoutait d'une oreille distraite un podcast TikTok sur le shopping pour les dortoirs universitaires tout en cherchant des offres d'ordinateurs portables quand le sujet est apparu, votre relevé de compte 529 est maintenant disponible. Elle cliqua par habitude, s'attendant à voir le même nombre à plusieurs chiffres confortablement nichés sous son nom, Lily Marshall, bénéficiaire sous dépôt. Au lieu de ça, l'écran a bugué. Il s'est rechargé. Puis une bannière rouge est apparue en haut. Ce compte n'est plus disponible avec cet identifiant. Elle cligna des yeux, actualisa, essaya à nouveau. Même résultat. Puis vint ce changement froid dans son estomac. Cette montée d'adrénaline qui frappe quand quelque chose de familier tourne soudainement mal. Elle envoya un texto à Richard. Et, je n'arrive pas à accéder au fonds universitaire. Quelque chose a changé. Pas de confirmation de lecture. Elle l'appela, directement sur la messagerie vocale. Elle rappela. Cette fois, ça sonna 2 fois avant de couper. Son pouce plana sur le nom de Carole dans ses contacts, mais quelque chose la retint. Elle savait que si elle allait voir sa mère maintenant, ça deviendrait un drame, et malgré tout, malgré l'étrangeté grandissante autour du silence de Richard et des commentaires enjoués de Carole au brunch, elle voulait encore croire qu'il y avait une explication normale. Alors, elle a appelé la banque. Après 4 niveaux de vérification, un homme nommé George a répondu. Son ton était trop poli. Oui, mademoiselle Marshall. Je vois ici que le compte en question a été transféré il y a plusieurs jours. Transféré où, demanda-t-elle, sa voix un peu plus forte qu'elle ne le voulait. Je crains de ne pas pouvoir vous le révéler. Le titulaire du compte a exécuté un transfert complet vers un bénéficiaire différent. Légalement, vous n'avez plus droit à ces détails. Attendez, quoi? Un bénéficiaire différent? Qui, sa respiration commençait à s'emballer. Je ne comprends pas. Je suis la bénéficiaire. Ça a été mis en place quand j'avais 11 ans. Cet argent est pour mes études. Je suis désolé, mademoiselle Marshall. Vous devrez parler directement à monsieur Bellet. Elle se figea. Qui? Je veux dire, monsieur Richard Bellet, mon père? Oui, je sais qui c'est. À qui le transfert a-t-il été fait? La ligne resta silencieuse une seconde de trop. Elle pouvait presque l'entendre vérifier s'il en avait déjà trop dit. Juste le nom. C'est tout. S'il vous plaît. Une autre pause. À devant monsieur Bellet. Silence. Elle ne l'a même pas écrit. C'était comme si le nom s'était gravé dans son cerveau à l'instant où il l'avait dit. Elle raccrocha, chercha sur Google, Facebook, Twitter, LinkedIn. Rien ne sortit. Elle vérifia son arbre généalogique, le peu qu'elle en connaissait. Personne ne s'appelait Devon. Pas de cousin. Pas de deuxième prénom correspondant à monsieur pendant 20 minutes, elle resta assise sur son lit à regarder le curseur clignotant dans la barre de recherche. Devant monsieur Bellet. Un fantôme avec son argent. Elle a essayé d'appeler Richard à nouveau. Pas de réponse. Et puis, juste pour être sûre, elle s'est connectée à l'ancien lecteur de photos de famille partagées, celui que Richard mettait à jour chaque année, organisé par date et par étiquette. Elle a cliqué sur le dossier le plus récent. Il était vide. Il avait tout effacé. Pas de photos, pas de voyage, pas de remise de diplôme du lycée, pas d'anniversaire, pas de costume d'Halloween. Elle sentit quelque chose se briser. Pas de façon dramatique, pas comme une assiette qui se fracasse, plutôt comme une fine déchirure dans le tissu. Silencieuse, petite, mais impossible à recoudre. Elle resta assise là jusqu'à ce que la batterie de son téléphone soit à plat, fixant un nom qui ne signifiait rien pour elle. Mais d'une manière ou d'une autre, elle le détestait déjà.
Carole était en train de plier le linge quand elle a entendu Lily claquer la porte d'entrée si fort que le miroir du couloir a tremblé. « Maman !» Sa voix était aiguë, haletante. Il l'a vidée. Tout est parti. Carole laissa tomber la serviette. « Attends, quoi ? Le compte ? Le fonds universitaire ? Il est parti. Il l'a transféré à une personne au hasard. Un certain Devon. J'ai appelé la banque. Ils ne m'ont même pas dit qui c'est. » Le visage de Lily était rouge, les yeux écarquillés de panique. Le genre de panique qui vient quand on réalise que le sol sous ses pieds n'était pas aussi solide qu'on le pensait. Carole s'est instinctivement approchée pour la serrer dans ses bras, mais Lily a repoussé sa main d'un geste sec. « Ce n'est pas juste un bug technique, dit-elle en faisant les 100 pas, c'est lui qui l'a fait. Il l'a planifié. » Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe, bon sang ? L'esprit de Carole tournait à plein régime. Devon ? Qui diable était Devon ? Un comptable ? Un avocat ? Ça n'avait aucun sens. Elle avait eu des disputes avec Richard avant, beaucoup, en fait, mais ça, c'était chirurgical, délibéré, précis. D'accord, dit-elle, essayant de calmer la situation. Respire, ma chérie. Laisse-moi lui parler. Il y a sûrement eu une erreur. Lily la regarda comme si elle avait perdu la tête. Une erreur ? Il a aussi effacé nos photos de famille. L'estomac de Carole se serra. Ça, c'était nouveau. Ça, c'était alarmant. Elle trouva Richard dans le jardin, assis à l'ombre près du vieux barbecue en pierre qu'il avait construit il y a 3 étés. Il affûtait une paire de cisailles et avec le même rythme régulier qu'il avait toujours, comme si le monde n'existait pas en dehors de la lame. Richard. Il ne leva pas les yeux. J'ai besoin de te parler, maintenant. Il continua d'affûter. Qu'y a-t-il ? Tu as vidé le fonds universitaire de Lily. Oui. Elle cligna des yeux. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, bon sang ? Tu n'en avais pas le droit. Il posa les cisailles, la regardant enfin avec un regard si indéchiffrable que ça lui glaça le sang. Greg avait-il le droit de l'élever dans mon dos ? Les mots tombèrent comme du ciment frais. La bouche de Carole s'ouvrit puis se referma. Quoi ? De quoi tu parles ? Richard se leva lentement, s'essuyant les mains sur une vieille serviette. Son visage ne trahissait rien. Pas de fureur, pas de sarcasme, juste une neutralité brutale. Je parle des publications du club de golf, des dîners secrets. Du fait que lorsqu'elle a publié un hommage pour la fête des pères, ce n'était pas pour moi, c'était pour lui. L'homme sur lequel tu as menti pendant des années. La gorge de Carole s'assécha. Elle est confuse. C'est juste une adolescente. Elle a 18 ans, assez grande pour choisir qui l'a élevée. Apparemment, ce n'était pas moi. Tu fais ton drame. Il fit un pas en avant, juste un. Pas menaçant, juste assez pour la faire taire. Je ne la punis pas, dit-il. Je rétablis la vérité. Elle essaya de rire. Oh, s'il te plaît. Tu crois que lui couper les vivres est une sorte de victoire morale ? Il la regarda comme si elle était en verre. Non, je crois que c'est de la clarté. Le cœur de Carole commença à battre la chamade car elle réalisa soudainement. Il ne devinait pas. Il savait. Elle ne savait pas à quel point, ni depuis quand, ni si c'était le résultat d'enquêteurs privés ou simplement d'années d'observation silencieuse. Mais il savait. Et contrairement à elle, Richard ne criait pas quand il était trahi. Il planifiait, attendait, puis exécutait. Elle resta là, abasourdie, soudain consciente du peu de terrain qu'il lui restait. Il ramassa à nouveau les cisailles et se remit à les affûter, comme si elle était déjà partie. Lily ne pouvait pas dormir. Elle était allongée dans son lit, encore tout habillée, son ordinateur portable brûlant sur ses cuisses, la lumière bleue de l'écran projetant des ombres creuses sur le plafond. La chambre était d'un silence de mort, à l'exception du cliquetis de ses doigts et du froissement occasionnel de sa couette lorsqu'elle bougeait, les yeux grands ouverts de questions qui n'avaient plus de réponse sûre. Devant Monsieur Bailey. Elle le tapa à nouveau, cette fois entre guillemets, puis avec Gregory R. Marshall à côté. Puis avec Virginie, 2003, garde maternelle. Rien n'apparut au début, juste une page LinkedIn sans photo, un SoundCloud éteint et quelques bulletins scolaires archivés d'une petite ville de Caroline du Nord.
Mais c'est alors qu'elle le vit. Un article de blog, vieux, maladroit, posté sur un site qui n'avait pas été mis à jour depuis l'administration Bush. La page se chargea lentement, comme si elle ne voulait pas être rappelée. C'était le nom de Greg dans l'entête. Leçon de vie et heure de thé, réflexion sur la paternité et les 9 premiers trous. Ça aurait été drôle si sa poitrine n'avait pas eu l'impression de s'effondrer. Elle survola des articles mielleux sur ses cigares préférés et ses stupides métaphores de golf jusqu'à ce qu'un titre la fasse se figer. Bienvenue au monde, devant Michael, 2004. L'article était court, effusif. Parfois, la vie vous envoie un crochet que vous n'avez jamais vu venir, mais vous remerciez Dieu qu'il est atterri quand même. Devon est arrivé au monde cette semaine, et je ne me suis jamais senti aussi terrifié ou fier. Il a les yeux de sa mère et mes grands pieds stupides. Je ne suis peut-être pas parfait, mais je jure que je serai là pour lui, même si tout le reste s'écroule. Il y avait une photo jointe, de mauvaise qualité, scannée, décentrée. Un bébé dans une couverture bleue. Greg, plus jeune, avec moins de cheveux gris, tenant l'enfant avec le même sourire niais que Lily avait toujours associé à ses propres photos d'enfance. Elle se rejeta en arrière, les mains tremblantes. La pièce tournait. Devon avait son âge. Elle vérifia l'horodatage. Juin 2004. Son anniversaire était en mai. Ils avaient 11 mois d'écart. Sa respiration commença à s'emballer tandis que son cerveau tirait les ficelles, démêlant une histoire dans laquelle elle ne savait pas qu'elle vivait. Greg avait un autre enfant. Pas juste une liaison, une famille. Et il ne lui avait jamais dit. Pas une seule fois pendant les voyages de camping. Pas pendant les discussions de père. Pas même pendant les innombrables heures qu'il avait passées à l'aider avec ses dissertations pour l'université, lui disant qu'il croyait en elle plus que quiconque. Elle se leva brusquement, jetant l'ordinateur portable au sol. La photo du bébé devant la fixer depuis l'écran comme une accusation. Elle n'était pas la seule enfant. Elle n'était même pas la seule erreur. Toutes ces années à croire qu'elle était spéciale, choisie, aimée comme une fille par l'homme qui la comprenait mieux que son propre père. Tout s'est fracturé en quelque chose de fragile, quelque chose de sale. Qui était-elle, bon sang? Pas la vraie fille de Richard, pas la seule de Greg. Juste une fille qui s'était accrochée à un mensonge parce qu'il sonnait plus doux que la vérité. Elle s'effondra sur le sol, serrant ses genoux, l'écran de l'ordinateur toujours brillant à côté d'elle, le faible sourire de Greg et de son autre enfant piégé dans une mémoire pixelisée. Et pour la première fois de sa vie, Lily se sentit totalement et douloureusement remplaçable. Elle le trouva à son endroit habituel, assis sur le patio derrière son appartement, sirotant un verre de whisky comme s'il contenait des réponses. La même chaise adirondaque sur laquelle il s'était penché en lui disant « Tu as l'entêtement de ta mère et mon goût pour le jazz. C'est pour ça qu'on s'entend bien. » Mais maintenant, la ressemblance la rendait malade. Greg ne l'entendit pas arriver. Elle s'avança droit sur lui, tenant son téléphone dans une main, l'image de ce vieil article de blog toujours ouverte, la photo du bébé devant la fixant. « Tu as eu un fils, dit-elle. » Pas de bonjour, pas de sourire. Greg tressaillit. Il leva lentement les yeux. Quoi? Elle approcha le téléphone. Devant Michael, ça te dit quelque chose? Tu as écrit tout un article sur lui. Il retira le verre de ses lèvres et le posa. Lily, comment as-tu trouvé ça? Tu l'as écrit publiquement, génie. Ce n'était pas exactement caché. Sa voix tremblait, non pas de rage, mais de la lente et effondrante prise de conscience de la personne à qui elle avait vraiment parlé toutes ces années. La bouche de Greg s'ouvrit, puis se referma. Il avait l'air fatigué. Plus vieux. C'était compliqué, dit-il finalement. C'était il y a longtemps. Sa mère et moi, ça n'a pas marché. Tu m'as tout raconté sur ta vie. Chaque stupide petite blessure d'enfance, ton cavalier de bal, ton premier travail, mais pas ça. Sa main tremblait maintenant. Pourquoi? Je ne voulais pas te perturber. Je n'étais pas sûr de comment l'expliquer. Tu m'as laissé t'appeler papa, dit-elle en s'avançant. Sa voix se brisa. Tu m'as laissé publier cette photo. Tu m'as laissé m'humilier. Richard m'a élevé, a tout payé, et tu savais ce que j'allais écrire, et tu m'as laissé faire. Il se frotta le visage. Ce n'était pas comme ça. C'était. Oh, épargne-moi ça. Sa voix montait, atteignant enfin le feu intérieur.
Tu attendais juste les avantages sans la responsabilité, les éloges sans le coup. Tu ne m'as pas parlé de ton vrai fils parce que ça ruinait ton récit, n'est-ce pas? Parce que ça signifiait que je n'étais pas ta petite unique quoi que ce soit. Juste une famille de secours, une bonne image, une couverture. La porte-fenêtre s'ouvrit derrière eux. Carole. Lily, sa voix était hésitante. Que se passe-t-il? Lily ne la regarda pas. Ses yeux étaient fixés sur Greg. Il a un fils, dit-elle. De mon âge. Il s'appelle Devon. C'est à lui que papa a tout transféré parce que c'est en fait son fils. Et tu ne me l'as jamais dit. Carole s'interposa entre eux comme une maman ours sans plan. C'était avant nous, dit-elle rapidement. Greg a fait des erreurs, oui, mais nous essayons juste de faire ce qu'il fallait pour toi. Non, l'interrompit Lily en tremblant. Simplement non. Greg recula, regarda Carole, puis Lily, puis le sol. Je pense que je devrais y aller, murmura-t-il, la voix creuse. Lily ne l'arrêta pas. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle le regarda simplement descendre les marches, monter dans sa voiture et partir sans même un au revoir. Carole recommença à parler, mais Lily était déjà à l'intérieur, la porte coulissante se refermant entre elles comme une guillotine. Elle se dirigea vers la salle de bain, alluma la lumière, se regarda dans le miroir et, pour la première fois de sa vie, elle ne put répondre à la question. Qui m'a élevé? Pas Richard, pas entièrement. Pas Greg, pas sincèrement. Elle s'essuya le visage avec des mains tremblantes. Elle avait tout perdu: argent, certitude, identité, mais tout ça parce qu'elle avait fait confiance à un homme qui avait déjà prouvé une fois que partir était plus facile que d'être honnête. Tout a commencé par une capture d'écran. Un utilisateur anonyme de Reddit, probablement quelqu'un du bureau de Richard ou d'une de ces réunions d'entreprise où tout le monde jacasse et murmure autour de cocktails de crevettes, a posté une image côte à côte. À gauche, l'hommage de la fête des pères de Lily à Greg. À droite, une photo d'un ancien bulletin d'entreprise de 2011 montrant Richard avec une petite Lily sur ses épaules lors de la journée champêtre de l'entreprise. La légende sous le message disait, il l'a élevé, a tout payé, 20 ans, et elle appelle un autre homme papa. C'est fou. En 6 heures, elle a atteint la première page d'un subreddit de niveau intermédiaire. De là, elle s'est répandue sur le web comme une traînée de poudre. Groupe de parents sur Facebook, forum de potins de petites villes, même une chaîne de résumés TikTok qui narrait toute la débâcle d'une voix trop apaisante. L'histoire avait tous les ingrédients qu'Internet adore: femme infidèle, mari surpris, beau-père loyal, enfant gâté, vengeance froide. Ils ne connaissaient pas toute l'histoire, bien sûr, mais personne n'avait besoin de faits quand l'image était si claire. Les sections de commentaires se sont enflammées comme des feux d'artifice. Cet homme est la définition de la classe. La fille et la femme se méritent. On ne mord pas la main qui vous nourrit pour ensuite réclamer le dessert. Transférer le fonds universitaire, ce n'est pas mesquin, c'est la justice. Même les gens qui ne connaissaient pas Richard personnellement semblaient le prendre personnellement, comme s'il représentait chaque homme qui a un jour été discrètement écarté après avoir fait tout ce qu'il fallait. Carole a vu l'effet domino presque immédiatement. Les voisins ont cessé de dire bonjour. Marsha, son amie de Pilate, était soudainement très occupée. Le comité des parents qu'elle dirigeait autrefois l'a évincée. Elle a fait l'erreur d'aller à un brunch un dimanche, dans un endroit différent, avec des amis différents, et au milieu de ses œufs bénédicts, une femme à la table voisine s'est penchée et a chuchoté, c'est la femme dont la fille a posté sur le mauvais papa. Carole a laissé de l'argent sur la table et n'a pas touché à son repas. Lily l'a remarqué aussi. La différence d'énergie à l'école, comment ses amis étaient maintenant silencieux autour d'elle, comment l'une d'entre elles, Lorraine, lui avait envoyé un texto, ta mère est en tendance sur TikTok. Ouf. Même son conseiller d'orientation universitaire avait dit quelque chose de cryptique comme, les circonstances familiales ne définissent pas votre potentiel, mais l'honnêteté est un bon sujet de dissertation. C'était humiliant. Mais ce qui faisait le plus mal n'était pas la moquerie. C'était le fait que le monde ne voyait pas Richard comme un idiot méprisé. Il le voyait comme posé, contrôlé, juste. Et il n'a jamais dit un mot au public, ne s'est jamais défendu, n'a jamais riposté. Il les a juste regardés s'effondrer. Carole était debout dans la cuisine un soir, scrollant sur Facebook en pilote automatique, quand elle a vu une publication du vieil ami de Richard, Alan. Une photo de Richard assis seul sur un banc au bord de la rivière avec sa canne à pêche, regardant l'eau.
La légende tenait en 2 lignes. Certains hommes n'ont pas besoin de crier. Ils partent simplement avec leur dignité. 57 commentaires. Chacun, un éloge à un mariage que tout le monde supposait maintenant que Carole avait détruit. Elle a laissé tomber son téléphone. Il n'y avait aucun moyen de reconstruire ça. Pas avec des larmes. Pas avec des explications. Le monde avait pris parti, et elle était du mauvais côté. La lettre est arrivée un jeudi. Enveloppe unie. Pas d'adresse de retour. Juste son nom, Richard Bailey, et l'écriture arrondie et inégale de Lily, celle qu'elle avait développée quand elle avait commencé à écrire des notes de remerciement et insistait pour décorer les enveloppes avec des cœurs à paillettes. Il l'a reconnue instantanément. Il l'a ouverte à la table de la cuisine, là où la lumière frappait juste. Pas de pause dramatique, pas de boisson à la main, juste le son du papier se dépliant dans une pièce qui avait autrefois été remplie de sa voix. « Papa », commençait-elle. Pas « Richard », pas « Monsieur Bailey ». Pas « et », juste « Papa ». Il n'a pas réagi. Il a continué à lire. Je ne sais pas par où commencer parce que je ne suis pas sur des parties de ma vie qui étaient réelles. Peut-être que je voyais les choses à travers une lentille qui n'était pas la mienne. Peut-être que j'ai laissé les gens combler les vides pour moi parce que c'était plus facile que de poser des questions difficiles. Peut-être que je t'ai fait du mal sans réaliser à quel point la blessure serait profonde. Il y avait 4 pages, manuscrites, décousues par endroits, ciblées à d'autres. Elle parlait de sa confusion, de sa colère, de sa honte. Elle a mentionné Devon brièvement, a dit qu'elle ne lui en voulait pas, juste qu'elle ne comprenait pas. Elle ne s'est pas vraiment excusée. C'était quelque chose de plus doux, de plus trouble, une enfant retournant dans la pièce qu'elle avait incendiée. Je pense encore à la nuit où tu es resté éveillé avec moi quand j'avais une angine streptococcique. Tu as apporté cette petite cloche et tu as dit, sonna comme une reine si tu as besoin de quelque chose. Je n'ai jamais oublié. Tu m'as fait me sentir en sécurité. Si j'ai appelé quelqu'un d'autre papa, ce n'est pas parce que je ne t'aimais pas. C'est parce que je ne comprenais pas ce que l'amour te coûtait. Il a fini de lire. Puis il a plié la lettre 1, 2 fois, proprement. Pas de larmes, pas d'hésitation. Il s'est levé, s'est dirigé vers le garage et a ouvert le coffre-fort, le même où il gardait autrefois les papiers d'assurance familiale, de vieilles cartes de Noël et un dossier étiqueté « L'avenir de Lily ». Il a placé la lettre à l'intérieur, pas cérémonieusement, pas comme un souvenir, plutôt comme une preuve scellée dans une affaire qui ne serait jamais rouverte. Puis il a fermé la porte et a tourné la serrure. Ce soir-là, Carole est apparue à l'improviste. Cheveux coiffés, maquillage léger mais délibéré. La voix tremblante sous un calme répété. « J'ai entendu dire qu'elle t'a écrit. » Il n'a pas répondu. Elle essaie, Richard. C'est encore une enfant. Il a croisé les bras. Devons aussi, un jour. Ce n'est pas la même chose. Tu as raison. Devon n'a jamais publié un hommage à l'homme qui l'a abandonné. Carole tressaillit. Il ne s'agit pas de lui. Il s'agit de Lily. Tu l'as puni pour mon erreur. Il la regarda enfin. Vraiment la regarda. Pas avec colère, pas avec pitié, mais avec la finalité tranquille de quelqu'un qui a fini de construire quelque chose et qui s'est éloigné des plans. Non, dit-il. Je m'assure juste que ce que j'ai construit va là où c'est mérité. Le visage de Carole se brisa, juste une seconde. Elle ouvrit la bouche pour argumenter, puis la referma parce que la vérité était plus lourde que tout ce qu'elle pouvait dire. Richard se tourna vers la maison, la laissant debout sur le pas de la porte, encadrée par la lumière du porche comme un souvenir indésirable. La porte se referma derrière lui avec la douceur de quelqu'un qui n'avait plus besoin de claquer les portes. Devon a lu la lettre 3 fois avant de se permettre de croire qu'elle était réelle. Elle était arrivée dans une enveloppe manie standard affranchie par un cabinet qu'il ne reconnaissait pas. À l'intérieur, une notification formelle, une écriture nette, un langage froid et une phrase qui n'appartenait pas à sa vie tranquille. Vous êtes maintenant l'unique bénéficiaire de la fiducie Avenir Bailey. Il l'a relu lentement, comme si la compréhension allait en quelque sorte atténuer le poids des mots. Bailey. Ce nom, il ne l'avait jamais porté. Sa mère avait refusé. Elle disait que Greg ne valait pas l'encre sur un certificat de naissance. Elle disait que s'il voulait un jour rencontrer son vrai père, elle l'emmènerait au terrain de golf le plus proche et désignerait l'égocentrique en mocassin le plus proche. Mais ça ne venait pas de Greg. Ça venait de quelqu'un d'autre,
quelqu'un qui avait regardé la même histoire depuis un siège différent à la table. Ils se sont rencontrés dans un petit café niché entre une laverie et un bureau d'assurance. Territoire neutre. Calme. Pas de serveur qui traîne. Juste 2 cafés noirs et une table entre eux. Devon est arrivé le premier. Il portait une chemise à boutons repassés, comme s'il s'agissait d'un entretien d'embauche. Quand Richard est entré, Devon s'est levé instinctivement, presque par respect, bien qu'aucun des deux n'ait offert de poignée de main. Ils se sont assis. Tu lui ressembles, dit Richard après un moment, mais en moins suffisant. Devon esquissa un léger sourire. On me le dit souvent. Il y eut un silence. Pas gênant, juste lourd. Devon le brisa. Je ne savais pas pour toi non plus. Richard hocha la tête. Maintenant tu sais. Il fit glisser un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvaient les documents, la fiducie, la répartition. Légalement, tout est à toi maintenant. Devon ne le prit pas, pourquoi moi? Le regard de Richard ne vacilla pas, parce que j'ai construit quelque chose pour quelqu'un qui n'en voulait pas. Et toi, tu n'as jamais rien demandé, ce qui me dit que tu pourrais vraiment l'apprécier. Devon expira lentement. Ça va compliquer beaucoup de choses, n'est-ce pas? C'est déjà fait. Ils ne sont pas restés longtemps. Pas de longues histoires de fond, pas de clôture émotionnelle, juste 2 hommes reconnaissant un lien étrange et tordu formé dans le vide laissé par la négligence d'un autre homme. Quand Devon a finalement pris le dossier, il semblait presque réticent. Comme si son poids venait avec une sorte de culpabilité. Je ne sais pas ce que je suis censé faire avec ça. Richard se leva. Commence par ce que tu aurais souhaité que quelqu'un fasse pour toi. De l'autre côté de la ville, Lily était assise seule sur son lit. La lettre d'acceptation de l'UVA ouverte sur son bureau. Son nom était imprimé en gras en haut. Félicitations, promotion 2029. La première fois qu'elle l'avait lu, elle avait crié. Carole avait pleuré. Greg avait applaudi. Cette lettre n'avait pas bougé depuis 6 jours. Aucun dépôt n'avait été fait. Aucune aide financière n'avait été complétée. Pas de réponse de Richard. Et maintenant, même plus de Greg. Tout ce qu'elle avait, c'était un nom gravé dans sa mémoire comme une marque au fer rouge. Devant Monsieur Bellet. Elle l'avait cherché à nouveau sur Google. Elle avait trouvé une seule photo floue d'une soirée micro ouverte à l'université. Il tenait une guitare, souriant. Pas à la caméra, juste souriant. Il n'avait pas l'air d'un voleur. Il n'avait pas l'air d'un remplaçant. Mais dans son esprit, il était les deux. Elle prit la lettre et la froissa à moitié avant de s'arrêter. Elle la lissa à nouveau, la plia soigneusement, la remit dans son enveloppe. Puis elle resta immobile, en silence, regardant par la fenêtre dans le vide. Richard n'avait pas crié, il n'avait pas juré. Mais le silence qu'il avait laissé derrière lui, était assourdissant, éternel et absolument irréparable.